yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image yo na osenga yo chikote bango. Bonjour Kinshasa, bonjour Paris, encore votre frère analyste politique Nathan Babundele. Je reviens encore une fois sur notre émission Revue de presse pour essayer un peu d'en parler de tout et de rien. Tous à la bilingue, l'émission Nabiso, on parle de tout, ce qui touche le social, la politique de notre pays. Nous avons un invité, Yassika, qui est au nom de Pierre, qui est le président, il y a parti politique KLB, Congo Bri. Élève-toi. Ça fait un moment à Koyapé, la scène politique, c'est un jeune comme moi. Et comme on avait dit, sur la moralité et mission de Bisso, ils ont promouvoir les jeunes sur la scène politique. Nous, on est là pour ça. On est là pour en parler. On est là pour entrer sur la scène politique. On est là vraiment pour faire de la politique. Émission Nabiso et Bongo, revue de presse. Je veux tout de suite dire bonjour à mon invité qui est Pierre Akele. Bonjour Pierre. Bonjour mon cher ami, bonjour mon cher frère Nathan. Ça va sinon? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Vous, toi, tu préfères je te tutoie ou bien? Citoyen, hein, t'inquiète. D'accord. En tout cas, merci de m'inviter sur ce plateau. C'est un honneur pour moi. Ah ouais. Je suis très content surtout de t'avoir sur notre plateau. Le président des KLB, vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui est KLB et puis vos objectifs, votre vision surtout? Bien sûr. Alors, comme tu l'as bien décrit, Congo Lève-toi et Brille, c'est un parti politique qui est né, ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. En avril, on va d'ailleurs fêter nos 2 ans. Et c'est né d'une passion, d'une prise de conscience de la jeunesse de la diaspora. Moi, avec mes partisans, avec toute mon équipe, nous nous sommes levés, nous avons décidé de prendre les choses en main, de prendre les taureaux par les cornes, comme on dit, parce que nous avons constaté les exactions, les atrocités qui sévissaient notre pays, la RDC, avait commencé à déborder. Et ce n'était pas possible que aucun dirigeant, aucune personne ait pu se lever concrètement pour dénoncer toutes les atrocités que notre pays subit depuis des années. Du coup, nous avons décidé, déjà moi-même, j'avais eu une grande frustration depuis quelques temps en regardant et en étant juste spectateur. À un moment donné, je me suis dit, non, il est temps que je me lève et que je commence à faire quelque chose pour mon pays. Parce qu'on est toujours là, nous, surtout nous, je parle de notre communauté, on aime beaucoup faire des discours de salon, nous entretenir, dire ah oui telle chose ne va pas, toujours être les premiers à pointer du doigt, mais on n'est jamais là pour pour apporter des solutions. Du coup je me suis dit à un moment donné il est temps de se lever, il est temps de prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, les taureaux par les cornes et dire quelle est la solution que moi en tant que simple citoyen puis-je apporter à ce pays qui est magnifique. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à mûrir en moi. En 2017 et en 2018-19 j'ai commencé réellement à regarder, à m'informer davantage, même si mon parcours académique, j'ai eu un bon parcours académique en Italie, parce que j'ai grandi en Italie grâce au travail de mon père qui était diplomate, qui est un grand routier de la diplomatie. Du coup, cela m'a permis de me former déjà à ses côtés. Et entre-temps, comme j'ai dit, en 2017, de 2017 à 2019, j'ai continué moi-même personnellement en tant qu'autodidacte à m'informer, à me former concernant la géopolitique de notre sous-région et de notre continent et de notre pays, parce que j'ai vu vraiment que c'était un moment où une nouvelle vague était en train de commencer et il y avait vraiment beaucoup de jeunes leaders d'opinion qui se levaient également pour leur pays respectif. Du coup, à ce moment, je me suis dit,
j'ai commencé à réfléchir, à me dire comment est-ce que je peux être utile pour mon pays. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à penser, à me dire il faudrait apporter quelque chose qui ait de l'impact déjà en termes de parti politique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, lorsqu'on se lève, c'est déjà une action qui veut démontrer que on veut accomplir quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai associé le verbe se lever avec briller, parce que je considère que la luisance est quelque chose qui attire le regard de tout le monde. Et lorsque nous voyons quelque chose qui brille, qu'on le veuille ou pas, notre regard se dresse toujours vers cette chose qui brille. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, si on associe du coup l'action de se lever avec la luisance, ben, c'est quelque chose qui pourrait être prophétique aussi pour notre pays. Et c'est une impulsion que nous pourrons donner à nos concitoyens et à toute la diaspora qui est éparpillée dans le monde entier. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis concerté avec certains de mes amis, certaines connaissances à moi, qui avaient le même désir et le même battement de cœur et le même souci. À ce moment-là, on s'est associés et on a décidé de mettre sur pied cette plateforme qui est Congo Lève-toi et brille, qui aujourd'hui a vu le jour depuis 1 an et presque 2 ans. Pardon. Donc voilà. C'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme alors? Non, c'est une plateforme. Cela a commencé comme une plateforme, mais on est maintenant aujourd'hui c'est un parti à part entière. D'accord. Et maintenant, pourquoi vous écrivez pas Congo comme tout le monde l'écrive, mais vous préférez écrire avec un K? Parce que nous sommes de ceux qui veulent revenir à la source. Vous voyez, notre pays a été depuis longtemps altéré, modifié, transformé tout d'abord par les colons qui sont venus assiéger notre pays, qui sont venus nous dicter des règles et nous apprendre des coutumes qui n'étaient pas les nôtres. Du coup, ils ont modifié notre ADN, notre système de pensée et également notre identité, en transformant le K du C. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais justement, comme je le disais, j'ai pris le temps d'étudier, de m'informer. Le K a une connotation différente par rapport au C. Quand on regarde le Congo avec le K, déjà à l'époque du royaume Congo, on était une grande puissance et le K veut dire simplement le centre de l'univers ou l'amour, le centre de l'amour. C'est pourquoi on se rend compte que même sur le plan physique, le Congo est un pays riche en termes de sous-sol et sol. Parce que c'est un pays en réalité où le monde entier a le regard braqué sur lui. Sur elle, pardon, la RDC. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on revienne à nos fondamentaux et qu'on puisse réellement remettre les pendules à l'heure afin que nous puissions repartir sur des bonnes bases et réellement démarrer avec conviction et avec fermeté. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa. Vous avez quitté Kinshasa à quelle année précédente? À 5 mois. À 5 mois. Mais pourquoi aujourd'hui cette envie-là de retourner au pays, travailler, alors que vous avez dit durant longtemps, vous avez fait de pays en pays, des villes en ville. Pourquoi cette envie? C'est pas seulement tu t'es dit oui, j'ai un beau parcours, aujourd'hui je peux aussi devenir multimillionnaire comme tous les autres qu'on voit. Pourquoi cette envie-là? Tout simplement, merci pour cette question, tout simplement parce que je crois que on a beau grandir quelque part, on a beau vouloir avoir eu une bonne vie, je ne me plains pas par rapport à ma vie en général. Je crois que le fait d'avoir eu ce privilège de sillonner différents pays européens par la profession de mon père m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit,
et m'a permis également justement d'avoir encore plus une prise de conscience et un recul vis-à-vis de mon pays. Moi, je me dis toujours, même si aujourd'hui nous vivons ici à l'étranger, pour qui certains en Europe, pour qui certains aux États-Unis ou ailleurs, cela ne doit pas nous déconscientiser ou nous enlever cette envie, ce lien avec notre bercail. Il est très important de comprendre cette chose-là. Moi, justement, donc cette prise de conscience a toujours été en moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que je remercie beaucoup sur ça mon père, qui m'a, dès mon plus jeune âge, m'a inculqué ces valeurs politiciennes. Et grâce à lui, j'ai toujours eu ce regard proche de mon pays. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je retournerai là-bas pour accomplir quelque chose, apporter ma petite pierre à l'édifice. Tu as toujours la nationalité congolaise? Toujours. Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas changer sa nationalité. Tu n'as pas changé de nationalité? Pas du tout. J'ai toujours ma nationalité congolaise, j'ai mon passeport congolais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire quand on regarde aujourd'hui des Congolais qui sont à l'extérieur du pays, exemple Maître Gims, des gens qui ont brillé à l'extérieur du pays, qui se disent plutôt français ou américains que congolais, alors que le pays même en question où ils sont en train d'évoluer ne leur accorde pas la nationalité qu'ils veulent ou qu'ils prétendent avoir. Et maintenant, en fait, comment vous le voyez en fait? Quel est le regard que je porte vis-à-vis d'eux, c'est ça? Bon, pour ma part, je crois que, bon, après chacun a sa vision des choses, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, en tout cas, je ne peux pas blâmer ces personnes-là, je ne peux pas blâmer ces artistes. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ils contribuent quand même à mettre en avant, disons quand même, notre culture d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas à travers la rumba, mais même à travers le style qui est propre à eux. Je crois que quand même ils contribuent à l'essor de notre culture. Du coup après, si tu me demandes par rapport à leur nationalité, bon, moi je crois que, comme je dis souvent, c'est propre à chacun de nous. Et chacun de nous a ses raisons. Bon, je ne saurais dire vraiment ou commenter cela, parce que je crois que ça c'est quelque chose de personnel et puis chacun est libre de faire comme il veut. Pierre Akele, président du KLEB, quand vous avez eu l'idée de commencer, vous avez commencé à l'extérieur du pays, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, vous impactez le Congo en quoi? Parce que, selon vous dire... Bon, pour nous qui sommes ici à Paris, déjà on va dire déjà la diaspora française, la diaspora congolaise qui est basée en France et en Belgique, un peu partout. Et par quoi? Déjà, je crois, comme je l'ai dit au début, j'ai parlé d'identité, que les colons étaient venus changer notre identité. Il y a un problème identitaire en nous, et ça c'est même pas qu'au Congo, c'est vraiment un problème qui concerne le peuple afro, en général le peuple afro-descendant, afro-caribéen. On a un problème identitaire, raison pour laquelle nous sommes très perdus, et je crois que comment je peux impacter, en tout cas pour ma part, de manière humble, je le dis parce que je n'ai pas la science infuse, je peux juste dire que ce que nous voulons commencer par l'éducation. Le retour réellement à la prise de conscience, à l'identité, à l'histoire de l'homme noir. Mais est-ce que vous êtes sur le terrain? Sur le terrain, oui, je vois aussi les choses sur le terrain, j'ai déjà vu sur le terrain aussi, et je vois que le problème, ce qu'il en est chez nous, c'est qu'il y a tellement de misère, il y a tellement de complications en termes je parle vraiment en termes de stabilité économique, que beaucoup de gens, effectivement, aujourd'hui, si tu leur parles d'éducation, de s'éduquer, de se former, c'est un peu limite une perte de temps. Mais moi, je crois justement qu'il faudrait, à petite échelle, commencer déjà à mettre des structures en place qui puissent attirer ces jeunes-là qui sont perdus, qui sont égarés, qui sont mis de côté par la société congolaise,
et justement les former petit à petit. Parce que c'est bien beau donner du poisson à quelqu'un. Mais à un moment donné, c'est pas non plus en fait moi-même je pense que si je continue à donner du poisson à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans une situation de pénurie, je ne l'aide pas. Je peux l'aider une fois, mais il faudrait que je l'apprenne à pêcher, de sorte que lui à son tour apprenne à d'autres personnes, parce que c'est une réaction en chaîne qui permettrait après un lendemain d'être fort. C'est comme ça en fait. Petit à petit, moi je ne me dis pas que je vais changer les choses du jour au lendemain, mais déjà si à petite échelle on parvient à inculquer cet état d'esprit, parce que c'est vraiment le système de pensée qui est erroné aujourd'hui chez nous. Tout part de la pensée. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question était, est-ce que vous êtes sur les terrains? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit justement que sur le terrain... Est-ce que vous avez déjà commencé à impacter au niveau de Kinshasa? Au niveau de Kinshasa, oui. Concrètement, on est un jeune parti, on va commencer. Vous allez commencer. Voilà, on va commencer. Légalement, votre parti, elle est bien structurée légalement, ou vous êtes juste en train de dire parti politique comme ça, sans pour autant avoir de papier légal au niveau de la justice? Parce que dans notre pays, bien sûr, tout le monde s'est dit politicien, mais est-ce qu'ils font vraiment les choses légales? Parce que quand vous êtes en train de dire vous voulez impacter la société, vous voulez changer les choses, vous-même, vous devez d'abord commencer par être intègre. Donc, est-ce que vous êtes légalement, juridictionnellement au Congo? Alors, KLB, juridictionnellement, nous ne sommes pas encore implantés. Nous ne sommes pas encore implantés au Congo. Justement, je me prépare à descendre au Congo pour cela. Ici, nous sommes enregistrés légalement. Nous sommes légalement enregistrés sous la loi que vous connaissez des associations, la loi 1901. Nous sommes dans le journal officiel donc de France. Et pour ce qui concerne la RDC, justement, je me prépare à aller sur le terrain pour le faire. Parce que, pour tous les gens qui vous regardent, qui veulent peut-être savoir comment ils peuvent vous joindre ou adhérer à votre parti au niveau de Kinshasa, c'est où les sièges? Pour l'instant, le siège est juste ici. Et on va maintenant... Vous n'avez pas de représentants au niveau de Kinshasa? Non, au niveau de Kinshasa, on a des représentants. D'accord. On a des représentants, ça oui. Mais comme je t'ai bien dit, je n'ai pas de siège légal. Ça, je tiens bien à le préciser, parce que je suis quelqu'un qui aime l'ordre. Je suis quelqu'un qui aime la précision et je n'aime pas faire les choses. Donc pour l'instant, vous impactez encore à l'extérieur du pays? À l'extérieur, mais tu sais, je veux te dire un truc, je tiens quand même à préciser ça. C'est que beaucoup de gens peut-être ignorent, c'est que souvent, quand on parle de renouveau, quand on parle de révolution, quand on parle de soulèvement populaire, tout commence toujours en dehors du pays. Bien sûr. Donc tout cela, voilà, on est en train de commencer d'abord au niveau de la diaspora, et par la suite, on va descendre réellement sur le terrain à Kinshasa et dans toute l'étendue du pays pour commencer à faire bouger les choses comme il se doit. D'accord, je vois. Merci à Teddy's Dizamatch, merci à la chaîne de Teddy's Globalité Moscou, Sans Microbe TV et Elengia Congo. Aujourd'hui, nous sommes sur Panza Sangoya Congo et aussi sur Diamant Noir TV, Gisèle, de Maman Gisèle. Entrons maintenant sur l'actualité de notre pays. Bien sûr. Nous avons vu des vidéos, des photos sur Kilé du président de la République. Bon, beaucoup plus des photos sur Kilé du président de la République, comme quoi d'un côté il était aux commandes, d'un côté hernie d'escale, d'un côté le président il est décédé. Bon, nous avons entendu plusieurs choses, plusieurs rumeurs. Mais selon vous? Moi, vous savez, de ma petite expérience, de la vie, je parle en général, j'aime pas, je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans le radio-trottoir, qui n'aime pas juste s'arrêter à ce que les gens peuvent dire sans que
une information soit réellement approuvée, soit véridique. Je peux juste dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal la manière dont les choses ont été faites autour du chef de l'État. Parce que je crois que en tant que président de la République, qui est la plus grande entité d'un pays, en tout cas pour ce qui concerne le Congo, c'est la plus grande entité. Je crois qu'autour de lui, il devrait y avoir une équipe assez aguerrie, une équipe chevronnée qui est censée faire son travail. Et au niveau de la communication, je me demande, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont payées par rapport à quoi? Car la communication du chef de l'État est censée nous mettre au courant. Le président est une entité qui ne s'appartient plus à elle-même lorsque elle devient justement du moment où elle occupe ce poste. Donc il est de son devoir, en tout cas pour ce qui concerne la présidence, nous tenir au courant et nous dire clairement les choses, quitte à ce que ce soit grave, mais il faut qu'on soit en tout cas dans la lumière, pas dans l'opacité, dans le noir, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement actuel qui gère les choses au niveau de Kinshasa? J'ai d'innombrables choses à reprocher au gouvernement. Déjà, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, on a cru qu'il y aurait eu un grand changement, il y aurait eu une politique différente, il y aurait eu beaucoup d'avantages pour le peuple congolais, pour la diaspora également. Mais nous avons constaté en tout cas que les choses perdurent. C'est un système qui est là, qui est mis en place, qui continue à avantager juste les personnes, les élites congolaises, donc les forces endogènes, donc les forces qui sont sur place, et les forces exogènes qui collaborent avec eux pour que ce système demeure. Du coup, qu'est-ce que j'ai à reprocher à ce pays, à ce pouvoir? Mais énormément, rien ne va. Je m'arrête là, je dis juste rien ne va. Donc si pour moi rien ne va, ça veut dire sur tous les plans, rien ne va. Aujourd'hui, Pierre Aké est le président de la République. Vous allez commencer par quoi pour changer, pour que les changements puissent être visibles dans notre pays? La première chose déjà pour moi, la chose primordiale, c'est la sécurité. Aucun pays ne peut prospérer sans qu'il y ait la paix, sans qu'il y ait réellement une stabilité. Je veux peut-être rappeler la mémoire de certaines personnes. Nous voyons quand la période de sécession, quand il y a eu entre Moïse Tshombe, Mobutu et Kasavubu, quand il y a eu la période des années 60, il y avait eu la sécession, avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. On voit qu'il y avait eu, le pays était fracturé en différentes parties. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu, en tant que général de l'armée, à l'époque de l'ANC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé bon prendre son bâton de pèlerin pour faire le tour, pour sillonner le pays et commencer à pallier aux problèmes que chaque rebelle, disons de chaque fraction. Attends, je m'explique. Attends, je m'explique. Était encore armé avant. Je m'explique. Non, mais je m'explique. Je t'emmène quelque part et j'emmène quelque part vraiment l'auditoire qui nous suit. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'il est bien beau, c'est bien beau parler, oui, je veux faire ci, je veux faire ça, mais il faut toujours faire quand même un parallélisme par rapport à notre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand on voit bien Mobutu, justement, il a d'abord essayé de mettre la paix sur l'étendue du territoire. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc du moment où il a apaisé les choses, apaisé les esprits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là qu'il a pu commencer à opérer.
Après, nous connaissons la suite. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de ça. Mais aujourd'hui, nous avons l'état du siège pour tout régler. Bon, l'état de siège pour tout régler. Bon, alors, dis-moi alors, cet état des sièges en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un changement concret? Il n'y a pas de changement concret parce que cet état de siège est juste pour moi de la distraction. C'est juste une manière encore de nous faire croire qu'ils sont en train de travailler, or qu'ils ne font rien du tout. C'est une manière de nous faire croire. Une manière, je dis bien, j'assume, mais je pèse mes mots. Une manière de nous faire croire. Or, donc vous voulez dire que le président de la République ne travaille pas alors? J'assume mes propos, bien sûr. Parce que si il travaillait réellement, son premier souci serait de résoudre ce problème-là à l'Est. Le président de la République ne travaille pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, oui. Pour moi, parce que son premier souci devrait être d'abord le problème de l'Est. Mais il a... Je ne sais pas si je peux dire, il a presque voulu régler ses problèmes, notamment quand il a dit je vais aller m'installer là-bas. On a vu, il était aussi parti. Comment vous pouvez dire que le président de la République ne travaille pas alors que durant un moment il a fait tout le 26 provinces de notre pays? Alors, je te dis un truc. Moi, je peux te dire que je vais m'acheter une Merco. C'est comme on dit en français, c'est du gallicisme. Donc le fait de devoir aller ne fait pas de moi quelqu'un qui va le faire. C'est juste une façon de te dire que l'intention est là, mais je ne le fais pas. Vous voyez, à un moment donné, tu vois, c'est pas le fait de dire je vais le faire, je fais. On doit être dans l'action. On doit être dans le présent, on doit être dans le concret. Il faut que les choses bougent, il faut qu'on voit concrètement que les choses bougent. Il ne faut pas qu'on soit dans « je vais faire, je vais ». Il est le chef de l'État, c'est à lui aujourd'hui de trouver les solutions pour arrêter ce problème. Ce problème-là qui dure, qui perdure depuis des années. C'est simple et net. Donc moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas un enfant, comme toi-même tu ne l'es pas, et comme plein d'autres personnes ne le sont pas. Aujourd'hui, je crois qu'avec tout ce qu'on voit, on ne peut plus aujourd'hui se contenter de « je vais faire ». Non, je veux voir des choses concrètes. Parce qu'entre-temps, dans le « je vais faire », il y a d'autres femmes qui sont sévissées, qui sont tuées, qui sont violées, et des filles, des bébés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi donc, je suis pas d'accord. Le problème de l'Est, c'est pas le président de la République qui l'a commencé. Ça a commencé maintenant, ça fait près de 60 ans que ça a commencé ce problème de l'Est. Mais près de 60 ans? Bah oui, le président de la République. Non, près de 60 ans. Près de 60 ans. Je ne crois pas. Ça n'a pas commencé à près de 60 ans. Ça a commencé depuis Mobutu. Kabila le fils. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ça. Je suis désolé, il n'y avait pas ce problème de l'Est. Il n'y avait pas de problème de l'Est. Il n'y avait pas ce problème. Il y a plusieurs personnes qui vont te contredire. Mais ils peuvent venir me contredire, il n'y a pas de problème. Mais il n'y avait pas de trouble. À l'époque du maréchal Mobutu, du moins, il a trouvé une solution pour pouvoir pallier à cela. Pour pouvoir protéger nos frontières. Vous voulez dire que c'est le pouvoir des 18 ans qui a ramené ces problèmes? Je veux dire ceci. Vers la fin de règne du maréchal Mobutu, quand il y a eu les problèmes du génocide des Hutus et des Tutsis, donc quand il y a eu ces problèmes-là, il faut quand même ne pas être non plus amnésique. Le problème, on va dire, réel, a commencé là. Maintenant, les gens qui sont venus, les personnes du Rwanda, ça nous concerne. Mais ils ont commencé, les frontières ont été ouvertes à cause de cela. Ouais, donc c'est à partir de là, mais justement, c'est à partir de là que les problématiques sérieuses ont commencé. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que c'est de la faute du maréchal de vouloir apporter de l'aide au Rwanda? Je dis, alors il y a nuance, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les mots, parce que parfois on peut dire des choses qui peuvent nous compromettre ou que les gens peuvent risquer de ne pas comprendre. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que le maréchal Mobutu était à une phase où, on va dire que le Zaïre de l'époque était, on va dire, tranquille. Donc il n'y avait pas de trouble. Du coup, à ce moment-là,
il a voulu aider un pays frère. Je pense qu'il a fait et honorable. Maintenant, il a été aussi, on va dire, dans son entourage, il a été berné. On lui a pas dit les choses telles qu'elles étaient. Et je crois que c'est au niveau de son état-major où il y a eu la faille. Du coup, lui, à ce moment-là, il ne s'est pas soucié. On va dire aussi après, l'état de sa santé s'est dégradé, s'est détérioré. Donc on le sait tous. Et cela a fait qu'il y a eu après le brouillard. Et les choses ont continué à s'empirer lorsque Mouzé est rentré toujours avec l'aide des Rwandais et des Ougandais. Si je comprends, vous êtes contre sur l'effet de la parole du président de la République qui a dit que le Banyamulenge est son frère. Vous êtes contre sur cette parole alors? Et déjà qu'on parle de Banyamulenge pour toi, déjà, est-ce que c'est vraiment une ethnie qui existait? C'est une ethnie qui est montée de toutes pièces. Est-ce que c'est une ethnie qui existait sur la carte? Prouve-moi si les Banyamulenge existaient avant. Moi, j'ai fait mes recherches. C'est pour ça que je te dis, j'ai fait des recherches bien approfondies. Vous êtes contre sur la parole du président de la République alors moi, c'est pas que je suis contre qui que ce soit. Moi, je suis contre les personnes qui ne tiennent pas parole. Donc, dans ce cas, le chef de l'État, son mandat expire l'année prochaine. L'année prochaine, pardon, oui. Et du coup, moi, si je ne vois rien de concret, en 5 ans, je vois que le problème de l'Est, au lieu de se clôturer, s'est intensifié, là oui, j'aurais quelque chose à lui reprocher. Vous savez, le Congo, elle est tellement grande et on demande toujours plus, les peuples demandent toujours plus. Comment vous pouvez toujours dire que le président de la République doit régler le problème sécuritaire au niveau de l'Est, alors qu'à Kinshasa, il y a des gens qui ne mangent pas. À Kinshasa, il y a des gens qui ne travaillent pas. À Kinshasa, il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'eau, qui manquent d'eau à la capitale, et sans pour autant parler même de province. Comment vous pouvez dire que c'est d'abord le problème sécuritaire qui est au devant de la scène, alors que le président de la République essaye de tout gérer? Alors, c'est si simple. C'est si simple. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas avec un bâton magique que nous allons arriver, nous allons arranger tout. Non. Moi-même, moi-même, je t'ai dit que moi-même, si aujourd'hui j'étais à la tête de ce pays, je ne pourrais pas tout faire. C'est impossible. Démontre-moi un président de n'importe quel pays qui a tout bien fait. C'est impossible. Cela prouve déjà que c'est déjà la manifestation du fait que nous, êtres humains, on est imparfaits. On est imparfaits et on n'a pas le monopole de l'unanimité. On ne peut pas être unanime vis-à-vis de tout le monde. La seule chose au moins, c'est qu'il faut au moins travailler, essayer de faire quelque chose de concret. Moi maintenant, tu viens de me parler de Kinshasa. Tu viens de me parler de Kinshasa oui. Par rapport à l'Est. Quand nous savons bien que le problème de l'Est, de toute façon, est lié. En fait, moi je dis toujours, tout est lié. On ne peut pas enlever, se dire, voilà ce problème-là, on balaye ce problème en regardant juste un. Non. Aujourd'hui, le Congo a une situation très complexe. Mais déjà, si on commençait par un problème, à nous enlever déjà une épine des pieds, ça va déjà commencer. Au moins, on commencera déjà à voir quelque chose. Déjà, quelque chose de plus clair, on commencera déjà à voir. Mais vous savez il faut aller petit à petit. On est en train quand même de récupérer des territoires. On est en train quand même de récupérer des districts au niveau de l'Est. Comment vous pouvez dire que vous êtes en train de rien faire? C'est impossible à 5 ans qu'elle puisse mettre fin à la guerre qui se trouve à l'Est, alors que cette guerre a commencé il y a bien longtemps et un pouvoir de 18 ans n'a pas pu finir cette guerre. N'a pas pu ou n'a pas voulu? N'a pas voulu. Pour moi, oui, il n'a pas voulu. Pour toi, elle n'a pas voulu. Pour moi, il n'a pas voulu. Comme tu dis, le pouvoir de 18 ans. Donc en 18 ans, ils ont fait quoi? À part s'enrichir. Ils ont fait quoi? Et d'ailleurs, on a même constaté qu'ils ont plus pillé, spolié ce pays que l'ancien régime, que le régime moboutiste. En 32 ans. C'est un bilan catastrophique. Du coup, dis-moi clairement
De quoi j'ai à me réjouir par rapport à l'incompétence de nos dirigeants actuels? Non, le président de la République est incompétent. C'est ça que vous êtes en train Le président de la République, moi je lui laisse encore 1 an et je donnerai mon vrai verdict d'ici 1 an. Mais vous il êtes a encore 1 an pour travailler. 3 ans, il n'a rien fait. Comment vous pouvez lui laisser encore 1 an? 3 ans, il n'a rien fait, mais il a encore 1 an. Donc moi, pour l'instant, la seule chose, vous pensez la seule chose que je peux dire, on peut essayer au moins de faire quelque chose. Mais ce que je veux dire en 3 ans, de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'ai constaté, là on est dans la 4e année, on rentre dans la 4e année là. Moi je ne sais pas, en tout cas peut-être on a une lecture, une grille de lecture divergente. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste. Mais moi, pour ma part, je ne vois rien de concret en tout cas pour l'instant. Voilà, je ne peux pas aujourd'hui dire le président a fait quelque chose d'exceptionnel. Je ne le peux pas. Parce que ça veut dire que j'accepterai la médiocrité. Et compte tenu que je suis un homme qui aime l'excellence, je ne peux pas dire que ce que je vois est bien. Pierre Akele, président de KLM. Merci à Tédis Dizamatch avec Globalité Moscou, Sans Microbe TV et encore Edino Image sur Panda Sangoya Congo. Nous sommes sur toutes ces chaînes en question. Dernière question. 2023 élection, on va te voir ou pas? C'est trop précoce, c'est trop tôt. Nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir, nous sommes d'abord des patriotes qui ont l'amour de leur patrie, de leur pays et qui veulent réellement un changement. Le changement n'est pas forcément quelque chose qui doit commencer à la tête. On doit commencer d'abord à la base au niveau de la société civile, au niveau des cœurs des gens. J'ai parlé avec... de temps en temps, j'échange aussi avec des personnes, des simples citoyens. Et je constate qu'ils sont las, qu'ils sont fatigués, les politiciens. Nos dirigeants ont réussi même à faire en sorte que les gens soient dégoûtés et que cette jeunesse qui est prometteuse, même tant bien au pays qu'ici, n'a plus envie d'entendre parler de politique. Donc, pour ce qui me concerne, pour la responsabilité qui m'incombe, je me dois d'abord de redonner le goût, redonner cette envie. C'est ça en fait, de se passionner de la politique. Comme je le dis souvent, la politique c'est quoi? C'est un terme grec politeia qui veut dire participer à la vie de la cité. Chacun de nous a un devoir concret. Du coup, moi pour l'instant, 2023, je ne me vois pas aller là-bas pour faire n'importe quoi. Comme je dis toujours, comme je viens de le dire encore, je prône l'excellence. Le jour où vous me verrez postuler pour la candidature à la présidence, ça veut dire que je me suis bien préparé et que je considère en tout cas moi et mon équipe considéreront que le travail a été fait assez bien pour pouvoir se présenter. Vous vous laissez combien de temps, combien d'années pour qu'on puisse voir Pierre au niveau de la présidence? Bon, là on n'est pas la question. Pour l'instant, c'est encore trop prématuré de dire ça. Je ne pourrais pas te donner un chiffre exact. Parce que j'aime bien toujours tenir promesse et tenir parole de ce que je dis. Merci. Merci à toi. Merci Pierre. Merci à toi. Nathan. Juste une dernière question. C'est quoi votre parcours? Mon parcours académique? Tout votre parcours. Alors, moi, j'ai grandi en Italie. Je suis né à Kinshasa, comme je t'ai dit tout à l'heure, le 19 juin 1984. Et je suis venu en Europe à 5 mois, quand mon père a été muté diplomate, chef de mission diplomatique en Autriche, de la coopération, donc chef de mission de la coopération internationale. Et on est resté là-bas 5 ans, donc j'ai étudié, j'étais dans une école française. Même si là-bas on parle allemand, mais j'étais dans une école française. Ensuite, on est parti en Italie, on a commencé à vivre là-bas et tout. Parce que papa, après, il a été muté là-bas. Ensuite, on est retourné en Belgique. On est parti en Belgique, pardon. En Belgique, j'ai fait 3 ans.
et j'ai terminé mes études en commerce et tourisme en Italie. Vous travaillez? Oui. Merci. Merci Pierre Akele, merci à vous tous, merci à Teddy Dizamacha sur son micro TV, Globalité Moscou, Elengia Congo, Tracy Belenga, merci à Junior Loboko, merci à tous les gens qui nous ont soutenus, Pamela Chekola, merci bien à Magozan Zungu, merci à tout le monde qui nous ont suivis. C'était votre émission Revue de presse avec votre analyste politique Nathan Babundele sur Panza Sangoya Congo. Merci, au revoir. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.